Dans cet épisode, je reçois Charles Masset, cofondateur de Crawl Agency et influenceur sportif. Il est clairement né avec une caméra dans la main et il l'a pas lâché depuis. Bah, des vidéos. Je pense à partir du moment où j'ai touché, c'est un peu cliché, mais la caméra de ma maman, la passion pour la vidéo ne m'a plus jamais quitté. Après 7 ans d'études, il abandonne tout et lance avec son frère en plein Covid une agence de vidéo créative. Le monde a plus besoin d'un bon humoriste que d'un mauvais médecin. J'ai arrêté mes études à l'ESSEC. J'étais vidéaste indépendant. Et puis là, j'étais confiné avec mon petit frère Henri à la maison. Et lui était dans des études de business qu'il était en train de finir aussi. En parallèle de ça, il se lance dans des paris sportifs de plus en plus fous et commence à fédérer une communauté autour de lui. La boucle des braves, ouais, où on voulait un peu dans le même esprit créer un événement à l'inverse de la performance, en fait, de glorifier plutôt la persévérance, le fait d'y aller, le fait de mettre ses baskets, le fait d'aller courir, peu importe son niveau, plutôt que le fait d'aller faire un temps, une perf, etc. Et aujourd'hui, il a même créé un mouvement, celui des braves, pour ceux et celles qui font du sport pour le plaisir et pas pour la performance. Pour avoir un com, il faut être bon, alors que pour être local legend, il faut juste être brave. Et puis en terminant en disant « je suis pas bon, mais je viens de prouver que j'étais brave ». Et en fait, très vite, les gens ont cliqué sur cette phrase qui, pourtant pour moi, était anodine. Et dans cet épisode, il explique clairement la réalité d'un influenceur et d'un dirigeant d'entreprise. Qu'est-ce que vous réinventez ? Quelle est votre solution Proposition de valeur. Au grand problème du monde ? Et en fait, nous notre réponse, elle était juste nous, on aime faire de la vidéo, on fait ça pas trop mal, et on le fait pour des gens qui sont contents qu'on le fasse pour eux. Et ça s'arrête là, en fait. On va pas chercher une espèce de mission suprême plus loin que ça. Au boucher, au boulanger, ou au final, est-ce qu'il y a un boulanger qui fait son pain, qui aime faire son pain, ou son business tourne, est-ce qu'il se vend sur LinkedIn comme un grand entrepreneur ? Non, et pourtant, c'est peut-être dans l'ADN et dans le truc un plus grand entrepreneur que quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, mais pas grand-chose derrière. Il est hyper transparent et ça fait très plaisir, alors profite bien de cet épisode. Charles Masset, est-ce que tu veux devenir le average Rob francophone ? Ou d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, mon gars, ouais. J'en serais très flatté. La route est longue, mais j'en serais très flatté. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et j'ai pas tellement d'idoles, mais en fait, lui peut-être est une de mes idoles ou en tout cas quelqu'un qui m'inspire de par ce qu'il dégage, de par ce qu'il incarne. Et à la fois, est-ce que Average Rob est un influenceur flamand ou justement le belge par excellence ? Ça, c'est la question. Pour moi, c'est plutôt la deuxième option. Clairement. Il incarne et il résout tout ce qui ne va pas dans notre pays de par ses projets, de par sa bonhomie et sa belgitude. Donc, il a même fait une hymne. Ouais, non, c'est ça. Il a fait un hymne qui a été certainement, dans période Coupe du Monde, etc., plus écouté que le vrai hymne national. Et qui vit encore aujourd'hui. Donc, non, belle source d'inspiration. Être l'average Rob francophone. Non, je vais tracer ma propre route. Mais après, effectivement, dans l'ADN, il y a des choses, il y a des similitudes. Et du coup, j'ai l'impression que c'est surtout dans le sport que tu portes, mais j'ai l'impression que c'est aussi peut-être identitaire. Tu as lancé il y a quelques temps je suis pas bon, mais je suis brave. Ouais. Tu peux expliquer un peu le concept ? Alors, je suis pas bon, mais je suis brave. C'était au hasard d'une vidéo Insta que j'ai faite sur le principe de Local Legend. Donc, c'est un concept vidéo que j'ai lancé qui vient de l'application Strava. Donc, si je réexplique tout le concept, c'est que sur Strava, quand on fait une sortie, on peut avoir deux distinctions sur un segment donné, c'est-à-dire soit le com, la personne qui a fait le segment donné le plus rapidement possible, soit le titre de Local Legend, c'est-à-dire la personne qui a fait le plus de fois le segment sur les 90 derniers jours. Et malheureusement, je n'ai pas été doté d'une génétique de performance. Et du coup, les coms et avoir le meilleur temps sur un segment, c'est très difficile et c'est assez inaccessible parce que c'est réservé aux élites. Alors que le titre de Local Legend, en fait, comme il n'y a pas de question de rapidité, c'est qu'une question, entre guillemets, de persévérance, parce que c'est le plus de répétition sur un segment donné. Je me suis dit que j'avais peut-être ma chance là, et donc j'ai voulu en faire un format dérivé sur mon compte, où le but c'était d'aller sur un segment, donc une rue, un monument connu, etc., et faire là, un maximum de répétitions pour devenir la légende locale de cet endroit-là. Et dans cette première capsule, j'ai dit cette phrase de manière tout à fait anodine et au hasard, en fait. Enfin, pas au hasard, mais pas vraiment scripté de manière spontanée. Pour avoir un com, il faut être bon, alors que pour être local legend, il faut juste être brave. Et puis en terminant en disant « je suis pas bon, mais je viens de prouver que j'étais brave ». Et en fait, très vite, les gens ont cliqué sur cette phrase qui, pourtant pour moi, était anodine. Et puis maintenant, c'est devenu un état d'esprit, une philosophie, et que j'essaye de cultiver. Ouais, tu l'as décliné d'ailleurs dans une course qui a eu lieu en fin décembre, c'est ça ? Ouais. Boisfort ? La boucle des braves, ouais, où on voulait un peu dans le même esprit
créer un événement à l'inverse de la performance, en fait, de glorifier plutôt la persévérance, le fait d'y aller, le fait de mettre ses baskets, le fait d'aller courir, peu importe son niveau, plutôt que le fait d'aller faire un temps, une perf, etc. Et donc, on a imaginé un événement autour d'une boucle de 1 km où les gens venaient courir pendant 2 heures, seul ou en équipe, faire un maximum de boucles, enfin de tours possibles, et ça sans chrono, sans classement. Juste pour le plaisir de courir, et avec les gens avaient juste un vieux compte tour pour compter leur nombre de tours qu'ils faisaient. Et voilà l'idée, enfin l'esprit. Il n'y a pas eu de classement en ligne, rien du tout. Il n'y a pas eu de classement. Okay. Il n'y a pas eu de classement. On voulait tester ça. C'était quand même un gros parti pris. Ouais. Et on se demandait quelles allaient être un peu les réactions des gens par rapport à ça. Et en fait, il y a quelques rageux, toujours. Mais les réactions étaient très majoritairement positives. Et sur l'événement, ça a créé une ambiance hyper bon enfant, où au final, dans la zone de transition, où les gens se passaient les relais et tout, il y avait vraiment une bonne ambiance entre tout le monde. Les gens étaient fair-play les uns par rapport aux autres, parce qu'il n'y a pas de classement. Donc en fait, tu peux pousser pour gagner 10 secondes sur ton voisin, ou à un moment râler parce que ton compte tour marche pas et tout. Il y a de toute façon pas de classement, tu cours pour toi. Donc en fait, tout ça a participé à une ambiance ultra bonne enfant sur l'événement. Okay. Et donc je pense que c'est une ADN qu'on va garder pour de potentiels prochains événements. J'ai vu que tu as même fait aussi une hymne sur YouTube. Tu as déjà les codes justement de ton média, de ton projet, une musique bien techno. Ouais, techno, la demande, j'ai un pote qui est compositeur de musique et je lui ai dit techno fanfare. Et donc voilà, on voulait. On la mettra en description. Ouais, je suis très fan. Allez vous saigner les oreilles. On va bientôt atteindre les 100 000 streams, donc un peu de force. Mais donc non, fanfare, j'adore. Et techno, enfin en tout cas tout ce qui est un peu bass center, etc. Ce genre d'artiste-là, j'adore aussi. Et là, je lui ai dit. En fait, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je veux Last of the Mohicans, qui est un film très épique, cornemuse et tout, et bass center, et un mélange des deux. Tu me disais en off que toi, t'es limite né avec une vidéo dans ta main, quoi. Ouais. Ton frère me disait, à qui j'ai gratté des infos, que t'es le créatif de la bande. Ouais. Comment ça se manifestait quand t'étais petit ? Bah, des vidéos. Je pense à partir du moment où j'ai touché, c'est un peu cliché, mais la caméra de ma maman, la passion pour la vidéo ne m'a plus jamais quitté. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui, que ce soit à travers notre agence Kroll ou à travers mon compte Insta, c'est ce que j'ai toujours fait. Et à la base, c'était juste pour la famille, j'envoyais sur les groupes WhatsApp. Et encore même maintenant, la plupart des vidéos que je fais sont destinées à mes potes, le groupe WhatsApp de famille. Et ce que vous voyez sur Insta, c'est 10% de ce que je fais, parce que c'est vraiment cette passion de la vidéo et de l'image, et de trouver des mécaniques comiques dans les situations de vie. Et en fait, c'est ma manière aussi de vivre les moments, que ce soit des voyages ou des moments entre potes et tout. En fait, les capturer en images, et pas spécialement pour les poster, pour que ce soit vu, pour un peu tout ce qu'est les réseaux sociaux, tout ce que sont les réseaux sociaux, mais juste vraiment par pur goût de l'image et de mettre en image les moments. Et aussi les moments tristes, parce que là, du coup, dans toi, ce que tu vas poster, il y a beaucoup de joie, c'est du sport, c'est de l'action, tu fais de l'humour, quoi. T'es moins dans le drame, et donc c'est particulier, mais comme ça fait partie de ta vie, t'as aussi filmé ce genre de moments ? Pour les désamorcer, je crois que l'humour, si on peut sortir la première phrase philosophique du podcast, de l'épisode, c'est l'humour et la politesse du désespoir, dans le sens où je trouve que l'humour est un moyen génial de se remettre un petit coup de boost et un petit coup de baume au cœur. Et donc j'ai pas en tête des projets vidéo qui étaient sur la tristesse, etc., mais certainement qu'il y a des moments où j'étais triste. J'ai tourné ma situation en dérision en vidéo, ne fût-ce que mes études qui n'ont pas été toutes lisses et pas toutes roses. Mais en fait, je détournais des situations dans lesquelles j'étais, des secondes sessions, des grandes catastrophes, en dérision dans les vidéos, etc. Et j'en rigolais. Donc ça a toujours été un moyen de rigoler de toutes les situations, qu'elles soient tristes ou heureuses. Ah, parce que là, justement, tu permets de rebondir sur les deux oies à Namur, qui étaient de tout premier projet grand public, je dirais, que tu faisais avec ton frère, justement, Pierre. Ouais. Et donc là, c'était pendant tes études à Namur, en médecine. Ouais, en médecine. Et donc là, tu filmais en gros ta vie d'étudiant et de galère en blocus. Ouais, de nouveau, en fait, là, non. C'était pour la première fois, je mettais vraiment en scène de manière publique avec mon frère notre vie d'étudiant.
Et j'ai fait la médecine parce que c'était un métier qui m'attirait énormément, où il y avait beaucoup de sens et j'étais quand même vraiment en quête de sens à ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, par défaut, la médecine, c'est le métier qui a le plus de sens au monde. Et je le pense encore aujourd'hui. Mais j'avais quand même cette fibre créative qui m'appelait et tout. Et donc, en parallèle de mes études, j'ai dit, j'ai besoin, en fait, de cet espace créatif qui, là, se matérialisait par les 2 oeuvres à Namur. Et donc, de nouveau, effectivement, au plus j'avais dur en médecine, et en fait, c'était assez paradoxal, mais au plus j'avais dur en médecine, au plus les études étaient dures et je broyais du noir dans mes études, au plus je faisais de vidéos et je pense au meilleur mes vidéos étaient, parce que c'était vraiment mon espace de créativité. Et je pense même, ça il faudrait pas qu'on va vraiment entendre, mais qu'à la fin, je continuais mes études de médecine juste pour avoir des sujets de vidéos et parce que mes vidéos étaient fatalement très fortes sur mes études de médecine et sur les études en général avec mon frère, mais très axé médecine. Et donc, à la fin, je voulais être en médecine pour avoir les insights, les private jokes que je pouvais réutiliser dans mes vidéos. Et t'expliquais du coup, juste en off, en me préparant du coup la phrase de cette année d'études, aucun diplôme, quel gâchis, que justement t'avais fait 3 ans en médecine, 3 ans ICHEC après, que t'avais arrêté. Comment c'était pour toi cette période? Parce que du coup là, je vois que t'en fais des blagues, tu disais justement que ça n'a pas été dingue tout du long. Comment t'as vécu toi cette période-là? Tu veux que je te refasse la phrase 7 ans d'études, par un diplôme? Quel gâchis! Non, en vrai, ça a été quand même compliqué parce que j'avais ce tiraillement en moi de j'ai envie de faire un métier avec du sens et en même temps, ce qui me botte vraiment, c'est la vidéo, c'est l'aspect créatif, etc. Donc, je réfléchissais, je disais comment est-ce qu'en médecine, je pourrais être créatif. Et je réfléchissais même à des business en médecine, etc. À lancer. Et puis un jour, en fait, il y a une conseillère d'orientation qui m'a dit une phrase qui m'a quand même marqué, qui m'a dit, parce que je revenais tout le temps avec ce truc de sens et quand la médecine, je le faisais pour le sens, etc. Et puis elle me disait, mais le monde a plus besoin d'un bon humoriste que d'un mauvais médecin. Et en fait, ça a fait quand même tilt en disant, en fait, c'est vrai que voilà, tant pis, je fais le deuil de la médecine, mais mes études étaient quand même assez... en fait, j'ai réussi ma première, ma deuxième, mais après, quand j'ai commencé à me désintéresser, fatalement, les résultats ne suivent plus vraiment. Et puis, quand on préfère faire des vidéos qui étudient couvrir ces syllabus, ça se passe moins bien. Mais donc, à ce moment-là, il y a eu un premier déclic. Et donc, j'ai voulu faire un choix intermédiaire qui était de quand même prendre des études de business en se disant ça me servira toujours. Et puis, je suis quand même grandi dans un carcan familial où les études sont importantes et dans une éducation où les études ont de l'importance. Et donc, j'ai fait une transition vers l'échec qui était une transition plus douce que de faire médecine et puis plus rien. C'était dur à accepter, ça? Parce que donc, tu dis éducation quand même plus tradie, important les études dans la famille. Non, parce que j'avais quand même aussi une espèce d'orgueil intellectuel encore, comme c'était l'éducation dans laquelle j'ai grandi. J'ai bien réussi mes études en primaire en humanité. Je me disais, en fait, j'ai envie de aussi bien réussir et de me prouver que je peux bien réussir mes études supérieures. Et donc non, il y avait quand même une espèce de fierté de dire, je veux faire l'échec, je vais bien faire l'échec, et comme ça, je me prouve à moi-même que je sais le faire et que voilà. Et puis même chose à l'échec, tiraillement entre ce côté vidéo créatif. Là, j'ai commencé à être étudiant indépendant en parallèle de mes études. Et puis au fur et à mesure de mes études, je faisais de plus en plus de vidéos, de plus en plus de projets en indépendant. Et donc, il y a un moment où j'ai juste plus été en cours. Okay. Et ça s'est terminé comme ça, un peu de manière... de manière délicate. Mais en fait, c'est marrant parce que ça paraît évident que la vidéo a toujours été ma passion. Maintenant, je fais de la vidéo, mais en fait, le chemin a été quand même compliqué. C'est beaucoup de réflexion. Franchement, que ce soit en médecine ou à l'échec, il y a des moments où je pleurais de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, quel est le sens, qu'est-ce qui m'anime vraiment. Et pourtant, pour les gens, c'était évident. Les gens me disaient, fais de la vidéo, c'est ça que tu adores, etc. Mais... Il était où le blocage? Je pense qu'il y a le côté études, de dire on doit faire ses études, et puis voilà, suivre la voie traditionnelle. Et c'est aussi le côté, en fait, c'était une passion, donc ça pouvait pas être un métier. Ça vient à quoi, ça? C'était inculqué? C'était... non, s'il y avait presque un côté, ce serait trop beau que ce soit un métier. C'est pas possible que ce soit un métier. La vie, ça doit quand même être un peu chiant. Donc, il y avait un peu de ça. Et donc, non, il y a eu un peu en fait, ces 7 ans ont été quand même très durs. Là, ça paraît un peu
léger et un choix évident vers la vidéo, mais au final, ça a quand même été assez dur parce qu'il y avait tous ces questionnements de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et c'est pour tous les jeunes, ça, de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et je pense, moi, j'ai eu en fait, la grande chance que j'ai eue, c'est que mes études ont fait que je me suis posé cette question-là à cet âge-là. Mais oui, comme on le voit, il y a des gens qui se posent cette question-là à 30 ans, 40 ans, 50 ans, après 20 ans de carrière. Donc, moi, ça a été très dur, mais je suis content que c'est arrivé à ce moment-là, quoi. Il y a eu un déclic particulier? Non, non, en fait, c'est marrant, c'est comme si à un moment, il y a eu, enfin oui, comme si un matin je me suis réveillé, je dis ok, je fais la vidéo maintenant à fond. Et en fait non, c'est juste, ça a été, j'ai fait de plus en plus de vidéos en fonction de mes études. J'ai presque fait exprès de me saboter aux études. Ok. Ça m'a quand même affecté sur mon estime de moi parce que je me reconnaissais pas là-dedans, mais je faisais exprès d'aller signer des examens. En fait, je me suis vraiment saboté pour que limite la vidéo ne soit mon seul échappatoire, de me dire en fait maintenant je me suis saboté aux études, donc je suis obligé de faire la vidéo. Ouais. Alors j'aurais pas de bagage, j'aurais pas de bac, donc en fait ça allait marcher, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais presque envie, en me sabotant aux études, j'avais presque envie de me retrouver dos au mur et de me dire en fait maintenant je suis plus finançable aux études, mes parents veulent plus m'aider parce que j'ai fait 7 ans d'études. J'ai pas le choix que de prendre mon courage à deux mains et d'aller au travail, quoi. C'est hyper inspirant. Je trouve déjà que tu partages ça parce que en général, de toute façon, dans le monde et clairement dans aussi nos pays plus occidentaux, on met les études supérieures sur un piédestal. Et donc, les études sont la base de notre civilisation, de l'éducation. Clairement, c'est... allez, il y a clairement une plus-value qui a été démontrée pour évoluer en tant que citoyen, mais quelquefois, quand tu rentres pas dans les cases, ça peut être très frustrant pour toi. Tu vois bien, tu me disais que tu as eu 7 ans alors de malheur, c'est peut-être trop fort, mais je trouve que c'est chouette qu'ici, que là, tu puisses partager que, en fait, il y a d'autres voies, quoi, et que c'est pas parce que tu testes quelque chose, que tu retestes quelque chose, que tu peux pas te permettre ensuite de trouver une voie qui te dit bien. Donc c'est chouette, je trouve que tu passes ce message-là. Mais ouais, non, c'est sûr. Et en vrai, je regretterais à refaire. Je pense que je reprendrais le même chemin. Parce que je pense que si j'avais fait humanité puis directement de la vidéo, j'aurais loupé plein de choses que j'ai vécues dans les études, plein de relations, de contacts que j'ai noués dans mes études qui soit rendent ma vie plus belle parce que c'est des contacts qui sont restés des amis, soit qui me permettent de développer les activités aujourd'hui. Donc en fait, les études sont quand même un super écosystème pour développer sa créativité, pour rencontrer des gens, pour faire des projets, etc., pour se stimuler socialement, intellectuellement, etc. Et après, à la fois, la finalité du diplôme en tant que tel n'est pas indispensable pour faire ce qu'on a envie. Du coup, tu te lances à fond dans la vidéo. Comment est née l'agence Scroll? Pendant le Covid, comme plein de choses qui sont nées pendant le Covid. Non, donc à ce moment-là, j'étais donc une fois que j'ai terminé mes études à l'ESSEC, une fois que j'ai arrêté mes études à l'ESSEC, j'étais vidéaste indépendant. Et puis là, j'étais confiné avec mon petit frère Henri à la maison. Et lui était dans des études de business qu'il était en train de finir aussi. À ce moment-là, il y a Proximus qui me propose un contrat de création de contenu pendant le confinement pour créer des capsules pour eux, pour alimenter leurs réseaux sociaux. Et le lien, tu l'avais eu parce que tu étais vidéaste et que ton nom avait tourné, qu'ils savaient que tu faisais ça? Ouais, et parce que après les 2 heures des murs, j'avais continué à faire du contenu pendant le confinement sur mon Insta, mais qui était pour moi et mes potes, et vraiment... Comment ils tombent sur toi? Parce que j'avais fait quand même quelques petites vidéos pendant le Covid, les gens s'embêtaient, donc la moindre vidéo qui les faisait un minimum sourire, ça sortait. Et donc j'avais fait quelques vidéos qui avaient buzzé, si on peut utiliser ce mot-là, et donc là ils m'avaient repéré. Et puis on a fait un premier contrat comme ça. Et là, en fait, en discutant avec mon frère, en vivant avec mon frère, il s'est rendu compte que, moi j'adorais faire la vidéo, mais que c'était une catastrophe de gestion. Donc je pense qu'il y a encore des clients de l'époque qui attendent leurs vidéos, des clients de l'époque qui attendent des factures qu'ils m'ont jamais payées, que j'ai jamais envoyées, etc. Et donc à ce moment-là, on a discuté, on s'est dit mais pourquoi est-ce que... mon frère m'a dit je peux te donner un coup de main sur la partie gestion si tu veux, comme ça toi tu dois t'occuper juste de la création, quoi. De la création. Et donc, comme toute belle histoire entrepreneuriale, on a commencé dans le garage de notre mère pendant le Covid, où on a eu quelques contrats comme ça, où moi je m'occupais de la création, lui s'occupait de la gestion. Et alors lui, du coup, comme ça a commencé à l'intéresser de plus en plus, il en a fait son mémoire de fin d'études, comme ça il pouvait faire son stage
dans son propre projet. Et puis de fil en aiguille, comme ça s'est développé. Ok. Mais c'est quoi, si là tu devais résumer les éléments qui ont été clés pour le lancement du coup de Kroll, qu'est-ce que ce serait? Je veux dire, comment tu as eu besoin de quoi? Comment tu vivais de quoi? Ben en fait, au début, c'était vraiment genre juste la passion de l'image et l'opportunisme de projet, c'est-à-dire qu'on acceptait tout ce qu'on nous proposait. Et c'est paradoxal, mais je pense pendant 1 an ou 1 an et demi, on n'avait pas de nom, on n'avait pas de site, on n'avait rien. On faisait juste. Enfin, c'était Henri et Charles. Il y avait même pas de nom, il y avait rien. Un site? Non, pas de site. Juste un numéro. Et en fait, mon Insta qui commençait un petit peu à grandir. Et donc, de fil en aiguille, on a enchaîné les contrats comme ça, etc. Et puis, à un moment, on s'est dit, en fait, il y a moyen de lancer une vraie agence. Et donc, ouais, là, on a enchaîné les clients, enchaîné les contrats, on s'est forgé une expérience. Ok. Quelles sont les grosses erreurs que tu faisais à l'époque, par exemple? Je pense que le fait qu'il n'y a aucun de nous deux qui venait du monde de l'audiovisuel, on n'a même pas fait un stage en agence ou quoi, c'est que tout le monde qu'on s'est créé, l'idée du marché qu'on s'est créé, n'était que basée sur notre expérience essai-erreur. Et donc, en fait, même là, on a une idée du monde audiovisuel qui n'est que celle qu'on s'est construite sur la base de nos expériences. Mais je ne sais pas comment ça se passe dans une autre agence, quoi. T'as jamais été demandé? Dans des discussions, et en final on se rend compte que sur des trucs on était complètement faux, sur des trucs on était dans le vrai, etc. Mais non, en fait, justement, on est un peu trop, et maintenant on essaye de s'ouvrir, mais dans notre coin à faire notre truc. Et en fait, même dans notre manière de fonctionner, nos process, etc., c'est que des trucs qu'on a fait de manière empirique, d'expérience en expérience, de foirade en foirade. Et puis, comme quoi, comme foirade? Je pense le plus gros défi, et ce qui a mis le plus de temps à ce qu'on ait quelque chose qui roule et tout, c'est la tarification et de oser mettre un prix sur ce qu'on faisait. Parce que de nouveau, il y a un peu ce syndrome de l'imposteur de c'est pas possible qu'on me paye pour faire ça, alors que c'est ce que j'adore faire, etc. Et donc ça a franchement mis 3-4 ans à arriver à être dans des gammes de prix qui correspondent au travail qu'on fait et qui correspondent aussi au marché, quoi. Donc, donner un exemple, j'imagine que tu t'es retrouvé au début alors plein de fois à dire oui, parce qu'à toute opportunité, à te dire en fait je sais pas trop combien je veux, je vais mettre un prix assez bas pour être sûr qu'on prenne. Ouais. Et au final, si tu cumules ton temps, les logiciels, le coût, au final t'es limite en perte. On était en perte, c'est juste qu'en vrai on était étudiant, on était chez notre mère, donc il y avait une partie où c'est pas vraiment de la perte. Au final, justement, tu factures 200 € une vidéo. Elle t'a pris 5 jours à faire, mais t'étais chez ta maman et en fait, t'as l'impression d'avoir gagné 200 €, alors que on a appris que ça fonctionnait pas comme ça. Mais on a appris ça au fur et à mesure des années. Ça a pris quand même du temps à se rendre compte de ça. Juste avant de continuer, je te prends 30 secondes pour te parler de Yago, mon sponsor et courtier en assurance depuis 6 ans maintenant. Et Yago, c'est le courtier des PME et des indépendants. Ils analysent tes contrats, virent les couvertures inutiles, négocient de meilleurs tarifs et t'expliquent tout sans blabla. Ils ont une plateforme pour tout gérer en ligne, fini les allers-retours par mail et la paperasse, et si t'as un sinistre, leurs juristes sont là pour t'épauler. RC Pro, plan de pension, couverture d'équipe, ils gèrent tout ça proprement. Bref, tu te concentres sur ton business, Yago s'occupe de tes assurances. Donc si tu veux y voir plus clair, va sur yago.be, yago.be. Je te mets le lien en description. Et maintenant, retour à l'épisode. Je trouve l'évolution du pricing, je pense que c'est un truc, encore une fois, surtout dans le service. Moi, je suis pas un expert spécifique de produits. J'en ai accompagné certains, mais surtout pour le service, il y a quelquefois une difficulté. Il y a des caps mentaux à passer quand tu veux augmenter tes prix. Parce que je suis passé par là, une peur de dire, en fait, si j'augmente, plus personne va venir, quoi. C'est que de l'empirique où tu te faisais, je sais pas, ok, par exemple, là, c'est 1 000 €, le prochain sera 1 200. Tu faisais des caps, tu te préparais à faire ces caps-là ou Déjà, c'est mon frère qui a fait tous ces caps-là, parce que moi, si je pouvais tout faire gratuit et que tout le monde soit content, ça m'arrangeait bien. Non, comment est-ce qu'on s'y est pris pour faire évoluer les prix? Je pense que c'est de prendre confiance en son travail. Ça, c'est la première étape, en fait, d'objectiver son travail aussi. En fait, il y a un moment où ce qui a été le switch, c'est c'est de se dire, à partir de maintenant, on va pas faire payer notre art, notre nom, enfin notre art ou notre sensibilité ou notre créativité ou notre nom ou notre marque de fabrique. On va juste faire payer notre travail pur, la manutention, quoi. Et ça, sans rajouter des couches
de faire payer, entre guillemets, ta créativité, ton nom, Juste, ça nous coûte autant, on travaille autant. Ouais, on travaille autant, donc on va essayer de rentabiliser ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on a fait évoluer. Et le processus, en fait, c'est d'essayer d'objectiver son travail, de se dire, ben, cette vidéo-là, et c'est un travail que nous, on a fait l'autruche pendant 3 ans. On n'osait pas calculer combien de temps nous prenait de manière effective une vidéo à faire, parce qu'on savait très bien que le résultat allait être catastrophique et que la rentabilité allait être catastrophique. Mais il faut se forcer à faire ce travail, de se dire, en fait, objectivement, cette vidéo, elle m'a pris 2 jours à tourner, 6 jours de montage. Donc là, je l'ai fait payer 200 €. C'est impossible. Non, mais c'était au tout début. Ok, donc là, ce que je comprends, c'est que de 2020 à genre 2023, vous étiez dans cette période un petit peu de fil en aiguille, vous structuriez petit à petit votre business. Au début, du coup, j'imagine, tu pouvais faire des services pour 500 ou 1000 balles, alors que ça t'aurait, dans les coûts, c'était 2000 ou 3000 minimum, quoi. Non, justement, ce matin, on a rigolé parce qu'on a fait un devis pour une vidéo testimoniale, donc une vidéo témoignage avec des plans de coupe, etc., un peu de mise en scène et tout, des lights, une interview, etc. Là, je crois que la facture, le devis était à, je pense, 4500 €. Et pour rigoler, ce matin, on a été revoir un devis il y a 2021 et j'avais fait payer 175 €. Et donc, j'étais là, voilà, il y a un gap. Mais à la fois, les 2 devis, je trouve, se justifiaient. Bon, maintenant, tu vois, il y a du matériel complètement différent. On avait plusieurs staffs sur tournage, etc. Donc, il y a ça qui change aussi. Et à la fois, le 175 €, je le regrette pas dans le sens où, au début, il faut se faire son expérience. Et donc, il faut faire. Et oui, j'aurais fait 4500 il y a 4 ou 5 ans. Tu l'aurais pas assumé. Je serais arrivé comme ça. Déjà, le devis serait pas passé, puis je serais arrivé comme ça sur tournage, etc. Donc, il faut faire. Il n'y a pas tellement de regrets sur le passé parce qu'on a fait des prix dans lesquels on se sentait confortable aussi, tu vois, on se sentait à l'aise. Oui, je trouve que c'est hyper formateur. Hein. Je pense que c'est très bien que vous soyez passé par là. Et il faut se sentir à l'aise parce que si tu factures beaucoup trop cher et puis tu arrives sur tournage et tu as les genoux qui claquent parce que tu sais que tu n'as pas l'expertise ou le matériel ou les choses qui justifient ce prix-là, c'est compliqué. Nous, on l'a fait par étage, c'était un peu dur au début et je pense qu'on a été vraiment très sympa et on a acquis beaucoup d'expérience. On va appeler ça comme ça. On n'a pas gagné beaucoup d'argent, mais on a gagné beaucoup d'expérience. Mais oui, c'est le process normal. Il faut pas faire les cow-boys d'entrée de jeu, quoi. C'était quoi en fait vos statuts? Vous viviez de quoi? Vous viviez de ça? Donc là, quels étaient nos statuts? Moi, je suis resté indépendant. On a fait mon numéro d'indépendant, puis après, on s'est mis en société. Ok. Et là, après. À quel moment? Je pense après genre un an et demi, le temps que mon frère finisse ses études. Ok. Où on s'est dit vraiment, on se met en société. Et là, alors, on voulait vraiment. Pour le moment, c'était beaucoup le bouche à oreille qui ramenait des projets. Et en fait, paradoxalement aussi, mon compte Insta. Et ça, c'est assez marrant, mais sur mon compte Insta, je faisais des vidéos très décalées, parfois pas un peu osées, mais j'avais pas peur de me mettre en slip. Et à la fois, ces vidéos où je me mets en slip nous ont rapporté des clients ultra corpo qui arrivaient par cette vidéo. Qui disaient, ah ouais, on aimerait bien faire des vidéos avec toi, etc. Et puis j'étais là, des vidéos où je me mets en slip. Et puis ah non, une interview de notre CEO, truc. Mais juste parce que t'attires l'attention et ils se rendent compte que t'as l'air sympa, t'es un peu décalé. Et puis après, au final, ils travaillent avec toi pour des trucs très corpo qui correspondent à... Mais en fait, c'est aussi parce que dans les départements marketing, c'est des humains, tu vois. Donc la vidéo décalée, ça les fait marrer, ça attire l'attention sur son travail. Et puis après, dans l'intérêt de leur boîte, tu fais un truc plus corpo ou plus... Je trouve là, ton histoire, et globalement, genre ton histoire globale, celle que tu racontes aujourd'hui, tu vois, dans le podcast, et celle que tu vis, c'est un exemple type d'un investissement qui était peut-être pas calculé, ça j'en comprends bien, sur ton personal branding, qui fait en fait que c'est ça qui fait que c'est un canal d'acquisition pour ton agence. Bon, toi, ce qui est parfait, c'est que du coup, ton Insta et ta création de contenu, elle est créative. Ta boîte, elle est créative. C'est toi le créatif de la boîte, si j'ai bien compris le duo. Vous avez déjà investi de l'argent en marketing ou du coup jamais on a toujours voulu faire un peu un marketing différent, justement, investir de l'argent, on n'a jamais investi des grands montants. Et
et on n'a jamais payé de l'acquisition, on n'a jamais fait de l'acquisition, etc. Mais on a toujours voulu faire des grands coups marketing, un peu comme on voit sur des pages comme Creapills, etc., qui partagent les campagnes les plus créatives au monde et tout. Et donc, on a toujours voulu faire parler de nous comme ça, pour donner notre ADN, pour montrer notre ADN un peu différente et qu'on fait tout sur un ton un peu décalé. Et donc, ouais, on a fait quelques coups marketing assez chouettes. En fait, par exemple, pour donner un exemple, au moment où on a décidé de se lancer vraiment en société, de créer un site, de créer une image, etc., que je pense dans un deuxième temps est important, on peut pas rester. Ah oui, clairement. On peut pas rester indéfiniment juste Charles et Henri. Non, déjà tu parles de crédibilité. Ouais. Et puis le lancement est une occasion marketing en or aussi, Clairement. d'annoncer son lancement et de dire voilà, je me lance enfin. Les 2 petits étudiants qui faisaient leurs vidéos se lancent enfin dans le vrai business. C'est aussi un moment de switch. Et donc là, on engage notre premier employé. Et pour annoncer notre premier employé, on a fait une sorte de vidéo campagne. On est tellement fiers d'engager notre premier employé qu'on veut que tout le monde le sache. Et donc on avait loué. J'ai vu passer ce truc. On avait loué un camion écran, comme un peu à l'ancienne, avec la tête de notre employé, c'est Nico, et où il était marqué Bienvenue Nico, et on s'était baladé dans toutes les rues de Bruxelles, etc., avec le camion. Enfin, on était passé. Je me souviens vraiment. Je me souviens de la vidéo. Et donc ça, en fait. Ça, tu te fais remarquer par là, et donc les gens se disent en fait, s'ils font des vidéos drôles et décalées pour eux comme ça, je veux la même chose pour moi. Et donc ça, c'est une fierté, c'est qu'il y a pas mal de vidéos qu'on a fait pour nous, qu'il y a des clients qui nous ont demandé pour eux après. Par exemple, on fait des behind the scenes, des vidéos backstage de nos tournages, un peu sur un ton décalé, autodérision et tout. Et c'est déjà arrivé qu'il y a des clients, dans leur commande de vidéo, nous demandent une vidéo backstage décalée de leur tournage et de leur projet, quoi. Ok. Ça ressemble à quoi maintenant, du coup, l'agence? Vous êtes combien? C'est quoi le chiffre d'affaires? Alors, l'agence, là, pour le moment, on est donc 5. Ouais. Donc, mon frère et moi, et 3 employés. Ouais. Puis, il y a des stagiaires qui sont un peu en rotation constante. Et donc dans les responsabilités, donc il y a mon frère qui s'occupe toujours de la gestion, de l'aspect gestion de la boîte, direction, vision, c'est la tête. Si la boîte tient, c'est grâce à lui. Voilà, en résumé. Mais il dénigre son côté créatif, mais il est très créatif aussi. Et puis après, il y a Nico, donc, qui était la première personne qui nous a fait confiance comme employé, qui lui est photographe et project manager. Et alors, il y a Dean et François qui sont vidéastes, et qui ont vraiment repris tout le pôle vidéo. Donc, cadrage, montage, gestion de projet, réalisation, etc. Ok. Et donc, voilà. C'est quoi votre chiffre d'affaires? Alors, on a rendez-vous chez le comptable vendredi, c'est bête, c'est que je ne suis pas venu après. Là, sur 2024, je pense qu'on est un tout petit peu en dessous de 500 000 euros. 2024 ou 2025? 2025, pardon. Un peu en dessous de 500 000? C'est vrai, un peu en dessous de 500 000. Ouais, qu'il y a un ratio en général, quand si tu as 100 000 euros par tête, tu es plus ou moins dans le bon. C'est le truc aussi, un truc qui nous avait marqué, c'est une agence qui tourne bien, c'est 100 000 euros par personne. Ok. Et donc voilà, en vrai, il y a une belle évolution par rapport à 2024. Je pense 2024, on était à 260, quelque chose comme ça. Ok, vous avez doublé. Et je pense que c'est pas fait par doubler le nombre de clients ou le nombre d'effectifs. C'est simplement l'optimisation du pricing, l'optimisation des process. On sait accueillir plus de projets qui sont mieux payés. Et donc, le chiffre d'affaires augmente. Et alors là-dedans, il y a aussi la partie influence qui est vraiment en 2025 beaucoup plus rentrée dedans. La partie influence, donc ton Ouais. Donc ok, donc ça je me posais la question. Donc créateur de contenu. Ouais. Et donc tu me dis que influenceur. Donc, depuis septembre, tu me disais depuis du coup 4 mois, tu travailles maintenant avec une agence d'influence qui va te trouver des deals pour que tu puisses faire justement du contenu pour des marques en collaboration avec des marques. Donc ce revenu va directement à l'agence, à votre agence Scroll. Pour le moment, oui, de manière temporaire, le temps qu'en fait tout se mette en place. Et ça, c'était un peu un objectif pour 2026, c'est peut-être potentiellement de scinder le tout, mais pour le moment, mes projets de création de contenu sont dans le pipe des projets de Kroll, et donc ça m'arrange bien comme ça. Et puis les répartitions se fait, ça c'est notre popote interne. Mais t'es pas obligé de rentrer dans le détail, mais il y a une répartition, même sur papier, en fait c'est moi qui ramène. Il y a une partie quand même à la fin qu'on va
compter qui sera que pour moi. J'imagine qu'il y a une partie qui est prise pour, vu que c'est produit par Kroll, donc j'imagine tous les coûts de production. Ouais, c'est ça. En fait, il y a vraiment ça. Et à la fois, en fait, pourquoi est-ce qu'au début, on a fait directement tout l'aspect création de contenu par Kroll? C'est parce que justement, Kroll, au début, a permis de continuer à me payer un salaire en pouvant faire mes conneries de vidéo et m'amuser. Attends, pour être sûr que je comprenne, donc dans l'évolution de Kroll, ouais. Donc vous avez augmenté petit à petit. Au début, c'était vous avez créé une société. Il y a eu des moments, j'imagine, ok, vous pouvez pas spécialement vous payer, mais il y a des moments du coup où comme il y avait pas spécialement d'argent qui rentrait par les clients, toi tu voulais continuer à être payé et donc tu avais des potentiels leads et donc c'était aussi les leads pour faire par exemple des vidéos avec des partenariats. Ouais. Et donc pour que toi tu puisses continuer à faire ce qui te fasse kiffer. Ouais. Du coup, c'était le deal, ok, bah, tu sais quoi, je peux faire ça, mais du coup, l'argent que je gagne, elle rentre aussi dans Kroll pour faire fonctionner la machine? Non, c'est en fait, Kroll fonctionnait bien et me libérait du temps pour moi aller faire mes vidéos qui n'étaient pas spécialement pour des marques ou des. Justement, quand le fait que je fasse des collabs, etc., c'est assez nouveau. Et tout cet aspect influence, en fait, est assez nouveau. Et donc, justement, Kroll m'assurait de pouvoir aller faire mes bêtises et filmer mes vidéos pour faire mon contenu, tout en assurant en gros, tu bosses, stabilité financière. tu bosses moins de temps en concret sur Kroll, tu peux faire tes trucs, mais donc en contrepartie... Et ça a quand même été aussi un gros switch. C'est qu'effectivement, comme en fait Kroll est un peu né de mon personal branding, ou c'est construit sur mon personal branding, de justement après dissocier les deux, ça a été quand même un gros travail. À la fois en interne, de trouver des gens qui savent reprendre, parce que il y a un moment où j'assurais vraiment toute la prod de A à Z, pré-prod, réalisation, tournage, montage, etc. Donc ça faisait beaucoup, j'ai beaucoup bossé. Avant d'employer les deux, donc tu c'est ça. qui sont vraiment qui ont repris la production. Ouais, c'est ça. Donc avant de les trouver et d'avoir même le cash flow pour les engager, il y a un moment où effectivement je travaillais jour et nuit pour assurer vraiment tout ça. Et aussi même auprès du client, d'un moment dire en fait ce sera plus Charles qui vient, c'est un autre, et de faire ce switch-là auprès des clients. Comment tu fais ça? Je pense que ça peut être intéressant parce que pour, encore une fois, beaucoup d'agences, parce que tu peux avoir tu peux avoir des agences d'événementiel, des agences créatives comme ça. En effet, souvent, le duo que tu décris, il est assez classique. Tu as un ou une créative et souvent associé avec quelqu'un de business. C'est ce créatif qui va être la raison pour laquelle les gens viennent te voir. Et puis toi, tu dois prendre de la hauteur parce que tu peux pas tout faire, tu veux t'étendre, tu as tes objectifs. Qu'est-ce qui a fonctionné justement pour faire en sorte que les clients gardent confiance en Kroll, alors que c'est plus toi qui étais spécialement à la prod? Ça a été quand même déjà un long processus avec les clients historiques. Et c'est-à-dire, ça a été une transition. Donc, c'est-à-dire, je venais sur tournage, du coup, avec les autres. Puis après, sur le tournage, je faisais de moins en moins. Puis, du coup, le client prenait confiance en l'équipe qui était là. Et puis au fur et à mesure je m'efface un petit peu, puis après je reste juste dans le côté de chapeauter, de surveiller que tout va bien, et puis en fait de fil en aiguille je m'efface. Et en plus de ça on est quand même très fort dans la formation de ceux qui nous rejoignent et dans le développement des compétences de ceux qui nous rejoignent. Et donc, en fait, tout simplement, maintenant, les deux qui s'occupent des vidéos sont plus forts que moi. Et donc, et ça, c'est magnifique. Et le client le voit bien, ou en tout cas, le découvre qu'en fait, que je sois là ou pas là, ça change rien, et qu'ils sont tout aussi contents du résultat. Donc, en interne, c'est investir dans la formation, dans le développement des compétences des collaborateurs, et aussi dans un peu le formatage à la manière de faire et à la ligne de qualité, etc. Et auprès du client, il y a un peu de marketing à faire, expliquer aussi un peu de pédagogie, d'expliquer que le résultat sera le même et tout. Et puis aussi, parfois, de temps en temps, forcer, de dire au client, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis au final, il voit que le résultat est tout aussi bien, si pas mieux. Et donc... mais bon, après, là-dedans, effectivement, il y a un peu... on a découvert ce mot il y a pas si longtemps, c'est l'effet de halo. Que le client sera toujours un peu... ou en tout cas pouvait être un peu faussé par défaut, comme c'est moi qui venais sur tournage, c'était d'office bien, et puis quand c'était un autre, il y a toujours un problème, alors que dans la réalité pas. Mais donc c'est une transition douce à faire, qui est pas facile, et qui est terminée. Qui est terminée, ouais. Qui est terminée de temps en temps. Je suis de retour quand c'est nécessaire, ou pour des projets historiques ou que j'avais initiés, mais oui, maintenant les gens préfèrent le reste de l'équipe, ce qui est bien. Et le process, quoi? Donc toi, tu es vraiment le brief créa, donc tu as un projet qui rentre.
toi, vous êtes une petite boîte encore. Ouais, donc... Toi, ton rôle, c'est en gros de t'aligner avec le client de base et tes équipes sur, OK, ça va être quoi le pitch, ça va être quoi le projet, brainstormer là-dessus. Et une fois que c'est validé, tout ce qui est la production et l'exécution, c'est ton équipe. Ouais, après... Des adaptations, mais... Ouais, et puis j'ai dans un podcast précédent, justement avec Viviane de Dogmotion, on parlait de un peu ce shift à 8 employés. Là, nous, on est 5, donc entre guillemets... Ouais, elle en avait parlé. C'est très fort. Tout le monde est encore concerné par tous les projets. Et donc, il y a un peu un... On essaye de processer le truc de plus en plus, mais tout le monde est quand même à tous les étages de chaque projet. Et donc voilà, mais de manière générale, oui, moi je fais plus de la supervision créative. Et puis de temps en temps, j'adore le terrain, j'adore la caméra. Donc de temps en temps, même si ça allait tenir une perche ou un tournage, j'adore aussi. Donc voilà, ça c'est un peu l'équilibre actuel. Tu disais que tu te tapais des nuits blanches, tu vois, au tout début. Ouais. C'est vrai que là, ça a l'air... Enfin, voilà, il y a beaucoup de joie, d'excitation quand tu parles de tout ça. Il y a eu des moments durs pour toi dans le parcours crawl? Il y a eu des moments durs. En fait, au début, on a énormément bossé. Et mon frère, genre vraiment... comme on se priceait mal, tout est lié, quoi. On priceait mal, donc on devait bosser comme des tarés pour faire un minimum de chiffres. Et donc, plus de projets égale plus de problèmes. Plus de trucs à gérer en même temps, on était moins bien organisé que maintenant. Donc, en fait, il y a un tout qui fait que... Ouais, parce qu'un projet à 10 000, ça va être beaucoup plus facile à gérer que 5 à 2 000. Exactement, ça c'est bien résumé. Et donc ouais, on a énormément bossé. Il y a un moment en charge mentale, c'était quand même, et en fatigue même physique pure. C'était très exigeant. Et donc il y a des moments avec mon frère, on était en mode, en fait, mec, on claque la porte et on va se mettre en CDI quelque part et on se serre la main. C'était une très chouette aventure, on se sera bien marré. Mais voilà. Et ça, c'est de penser à évoluer effectivement avec le côté que on a réussi à optimiser les process, à faire rentrer plus de projets mieux payés, ou tout autant de projets mais mieux payés, ou même moins de projets mais mieux payés. Et parce que ça, c'est un peu à l'inverse du discours entrepreneurial classique, mais non, je sais pas si c'est le discours entrepreneurial classique, mais on travaillait comme des acharnés, mais moi, j'ai jamais trouvé ça stylé de travailler comme un acharné, et parce qu'il y a un peu ce discours de je suis entrepreneur, je travaille jusqu'à minuit, et en fait, une espèce de pensée publique ou commune où on croit que c'est stylé, mais Je suis aligné. notre objectif premier avec mon frère, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est d'arriver à se payer un salaire et de faire un 9-17, et à 17 de débrancher le cerveau et de pouvoir rentrer chez nous. Et c'est ça, en fait, pour moi, c'est ça la réussite. C'est pas faire un maximum d'argent mais derrière de devoir travailler à 50 ans, de travailler encore jusqu'à minuit ou le week-end. J'ai l'impression que c'est presque un peu le modèle de réussite de nos parents. Et à la fois, nous, on est dans un milieu aussi où il y a quand même une réalité du terrain, de tournage aussi, où les tournages, c'est à des heures parfois impossibles, c'est lié parfois à la saison événementielle. Donc... Mais c'est un peu la promesse qu'on essaie de faire à nos employés, c'est de mettre un maximum de cadres dans ce marché, dans ce monde de l'audiovisuel qui est très décalé dans les horaires et qui peut être complètement fou dans les horaires. Et ça, du coup, tu fais payer des premiums, j'imagine, quand c'est des tournages, tu vois, de nuit ou le week-end à tes clients? Ça, voilà, c'est encore une idée d'optimisation, de tarification où on n'est pas encore. Après, oui, par défaut, de toute façon, les tournages un peu plus conséquents, tous les prestataires coûtent plus cher la nuit ou le week-end. Nous, on essaye de relativement lisser ces prix-là, qui est peut-être une erreur. C'est peut-être objectivement, la prochaine évolution de nos tarifs, c'est de différencier la semaine, le soir, le week-end. Mais on n'en est pas encore là. Alors, un tips que j'ai appris il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si tu connais, qui est, je pense, du 101 des techniques de sales, mais quand tu proposes tes services à un tarif, toujours proposer en option. Ouais, ça peut sembler évident, mais moi, pendant longtemps, je proposais juste, voilà, c'est autant pour, du coup, l'accompagnement, et c'était oui ou non. Tandis que tu dis c'est l'option ou l'option 2, qu'est-ce que tu préfères? Ouais, ça, ouais. Nous, on n'est pas une option, et donc même dans la réponse, même si tu vois qu'il n'y en a aucune des deux qui est là, c'est plus facile de rebondir sur quelque chose. Ouais, non, je prends le tips. Je prends le tips. Voilà, donc, Non, mais je crois que la tarification, c'est quelque chose qui évolue et qui s'affine tout au long de la vie de l'entreprise, au final. À quel point c'est challengeant de bosser avec son frère, parce que là, vous êtes... Donc déjà, l'histoire des deux Auvergne Namur, c'était avec un des frères. Ouais. Du coup, là, c'est avec ton autre frère, Henri. Ouais. Vous faites ça depuis 5 ans. Ouais. Vous êtes très proches, j'entends.
Vous avez fait un pacte d'actionnaires, vous êtes 50-50 dans la boîte. Ouais, on est 50-50 dans la boîte. Grande erreur, c'est qu'on n'a pas encore fait de pacte d'actionnaires. Et je crois que c'est le cas, en fait, pour quand même pas mal d'entrepreneurs qui se disent on devrait le faire, mais on s'entend bien, donc on fera ça plus tard. Nous, on compte le faire et au final, on parle assez crûment de tout. Donc, je pense un pacte d'actionnaires, évidemment, ça peut être un peu désagréable de mettre des mots froids et durs et d'imaginer les pires scénarios, mais je pense que c'est vraiment nécessaire. Donc, faites un pacte d'actionnaires, mais nous, on l'a pas encore fait. Okay. Bosser en famille, ça a autant d'avantages que de désavantages, je pense. Enfin, comme toute relation. Après, ici, c'est plutôt une association de caractères qui fonctionne bien dans le sens où on est super différents avec mon frère. On est vraiment les opposés en beaucoup de points. Et on dirait d'ailleurs souvent que c'est lui le grand frère parce qu'il est il est plus raisonnable, il est plus malin, il fait vraiment tout de manière assez cadrée et carrée et mature. En fait, c'est surtout plus mature. Et donc l'association fonctionne bien parce qu'on se complète assez bien quoi, en étant très différents. Et le fait d'être en famille permet aussi un dialogue qui est beaucoup plus direct et quand il y a quelque chose, en fait on n'a jamais été de tension long terme. Quand il y a un truc qui nous énerve, dans les 5 secondes c'est débunké. Okay. Et mon frère, quand il arrive de mauvaise humeur, je le vois encore quand il est encore sur le parking, je sais déjà qu'il va être de mauvaise humeur. Et donc, dans les 10 minutes du début de sa journée ou de la mienne, quand c'est moi qui suis de mauvaise humeur ou que j'ai un truc qui m'embête, etc., c'est débunké, on en parle et on se rentre un peu dedans et puis et puis on avance. Alors que je pense que même dans des relations, que ce soit avec un associé qui est un ami ou même pas un ami, c'est plus touchy de se rentrer dedans et puis de passer à autre chose. Nous, on est frères, donc de toute façon, on est liés, on est obligé de s'entendre par le sang. Donc ça facilite les choses, ça facilite les échanges qui sont plus directs et on doit moins mettre de gants parce que on se rentre dedans depuis qu'on est petit, donc voilà. Et à l'inverse, je pense que c'est vraiment la complémentarité, l'opposition à la complémentarité de nos caractères qui fait que ça fonctionne. Okay. Par exemple, avec Pierre, donc mon autre frère avec qui on faisait les vidéos, on a les mêmes qualités, les mêmes défauts, mais du coup, je pense que si on avait lancé un business à deux. Après, on a fait des soirées et tout ensemble à l'époque. La petite sœur ? Ouais, qui était notre premier business. Mais dans la vraie gestion d'un vrai business au quotidien, je pense qu'il y aurait beaucoup de points où on aurait été très fort sur des choses et très mauvais sur d'autres aspects. Et au final, j'ai plusieurs potes entrepreneurs dans des associations. Et en fait, les profils, c'est ça, c'est toujours ces deux profils-là dans une association d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses. Ouais, moi je me suis souvent dit, parce que mon projet à terme, ce serait de faire du reprenariat. Donc je voudrais bien reprendre un projet, peut-être d'ici 2-3 ans. Et je me suis toujours dit que moi, je m'associerais, je pense, avec quelqu'un qui a une grande vision. Ok, ouais. Plus justement, peut-être ton profil. Moi, je pense que j'ai développé ma créativité, ma vision au fil des années. Mais je pense qu'honnêtement, c'est pas ma force de base. Ouais. Moi, je suis un très bon logisticien, exécutant, organisateur. Quand j'ai co-fondé un festival que j'ai fait pendant 2 ans. Et c'est vrai que tout ce qui est DA, programmation, je m'occupe de rien. Moi, mon but, c'était de faire en sorte que tout roulait. Ouais. C'est hyper excitant pour moi, mais je suis obligé de travailler avec des gens qui vont avoir cette vision, cette DA, parce que moi, c'est pas là où j'ai ma touche. Et au contraire, ça m'emmerde. Ah oui, non, mais c'est ça. Ouais. Et donc, je comprends totalement ce que tu veux dire. Et donc, si un jour je monte une boîte, moi, je sais où je reprends un projet. Ah, c'est trop bien. Mais trouver un bon associé, c'est compliqué. Ouais. Et c'est le point de départ d'un projet qui réussit. Parce que le nombre de projets qui se plantent parce que l'association était mal, c'est aussi très compliqué. Ouais, c'est sûr. Si on switch vers l'influence, la création de contenu, comment on passe de 0 à 70 000 abonnés sur Insta ? À la fois, c'est la chance et à la fois, c'est le travail. Dans le sens où si on parle juste en termes de chiffres sur Instagram, je pense que je suis très vite monté de 3-4 000 abonnés à aujourd'hui 70 000. Très vite, c'est quoi ? Je pense en 1 an et demi. Ok. Mais d'un autre côté, ça fait 10 ans que je fais des trucs sur Internet, que je teste, etc. Et en fait, je vois vraiment... Et j'ai eu plein de projets, plein de concepts, des trucs qui ont foiré, des trucs qui n'étaient pas drôles, des trucs qui étaient drôles, des trucs qui ont bien fonctionné, etc. Et en fait, tout ça m'a permis de me forger un ton, de trouver un peu mon ton, ma manière de parler, les comiques, les mécanismes de blague, etc. Qui ont fait qu'à un moment, mon ton, le sujet que je traitais, a trouvé la bonne audience. Et alors là c'est parti. Et pendant un moment, j'ai enchaîné vraiment des vidéos
qui explosaient toutes, et ça, c'est les mystères de l'algorithme des réseaux sociaux. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de hasard parce que ça fait 10 ans que j'entraînais mon ton et que je testais des vannes et que j'avais déjà fait des vidéos qui avaient marché, d'autres pas marché, et tout, et puis voilà. Mais c'est... comme je sais pas qui le dit, mais c'est quelque chose d'assez connu, mais qu'il n'y a pas d'overnight success. Que ça donne toujours l'impression que c'est le cas du jour au lendemain à quelqu'un qui pète. Alors des fois tu as de la chance, mais souvent c'est que tu as eu des années derrière, et puis oui, à un moment il y a la percée, faire que ça fonctionne. Ok, je savais pas du tout qu'il y a 1 an et demi, en fait, t'étais finalement pas du tout à ce stade d'influence que... Non, et c'était vraiment quelque chose sur le côté, quoi. Quelque chose que je considérais pas pour moi, mon métier c'était crawl, mon quotidien c'était crawl, et les réseaux sociaux c'était pour le plaisir. Et combien ça te rapporte actuellement, l'influence? Alors là, c'est assez nouveau, les collabs, etc., avec les marques, et de structurer un peu ça, et en fait, de le voir, le simple fait de le voir comme une source de revenus, c'est assez récent. Et donc, c'est assez récent, et à la fois dans l'agence dans laquelle je travaille, et ma manière de voir les choses, c'est que j'ai pas du tout envie, en fait, comme c'est pas ma vocation première, et c'est pas quelque chose que je visais, j'ai pas du tout envie de faire plein de collaborations et de faire l'influenceur, entre guillemets. J'essaie de vraiment faire peu de collabs, des collabs dans lesquels je me sens à l'aise et qui font du sens pour moi. Et donc j'en fais assez peu. C'est quoi assez peu? Voilà, maintenant, comme j'ai signé dans l'agence en septembre, il y en aura plus sur l'année 2026 parce que j'ai envie de développer cet aspect-là. Et qu'au-delà de faire des placements de produits, que c'est une marque qui se met sur un contenu, c'est aussi une marque qui permet de faire des projets. Et cette année 2026, ça va vraiment être ça. Je vais être accompagné par des marques qui me permettent de faire des... À titre privé ou via Crawl aussi? Ben ça, tout est lié dans le sens où... la prod. La prod, en fait, et c'est ça où on est... Inconsciemment, on a créé un bon écosystème, mais qui est de nouveau pas vraiment calculé, mais où la marque me prend pour le côté influence créateur de contenu, et après la prod est assurée derrière par Crawl, et on arrive à facturer de la prod à la marque. Donc la marque, elle paye l'influence et la prod, comme dans n'importe quelle collaboration. Mais sauf que là, j'ai la chance que la prod est assurée par moi et je ne dois pas payer un vidéaste externe. Ok. Et donc non, en termes de collab... Là, récemment, j'en ai pas fait énormément parce que je préparais plutôt en souterrain les projets pour 2026. Mais donc, ouais, j'essaye de limiter à... En fait, c'est plutôt en termes de ratio pour 3 vidéos organiques, il y a peut-être une vidéo en collab. Ok. Très bien. Mais donc, pour donner un ordre de grandeur, tu as fait combien de collabs dans ta carrière? Tu as commencé il y a 1 an et demi, ou c'est que ça fait que depuis 1 an, ou tu le faisais déjà dans le passé? Après, par exemple, pendant le Covid, j'ai fait avec Proximus, où là, je faisais des vidéos pour Proximus, pour les réseaux de Proximus, même pas pour mes réseaux à moi. Ok. Oui, comme une régie publicitaire. Enfin, ils te commandaient en gros... ouais, c'est ça. Ils me commandaient des vidéos humoristiques qui devaient marcher sur les réseaux. Donc, c'est ça la commande. Donc, c'est pression. Mais donc, non, enfin, mettre un chiffre sur combien de collabs j'ai fait, c'est assez difficile à estimer. Puisqu'il y a aussi des collabs récurrentes, par exemple. Genre des dizaines, des centaines? Non, je pense là, si j'ai fait une dizaine de collabs, on est dans cet ordre-là. Et vas-y. Et en fait, la manière dont je vois les collabs aussi, c'est plutôt que de faire 10 collabs de 10 produits différents, je préfère m'associer à une marque et développer des projets sur le long terme. Et c'est ça avec l'agence, c'est pour ça que j'adore travailler avec cette nouvelle agence dans laquelle j'ai signé. C'est qu'ils sont vraiment dans la démarche de la marque doit apporter une plus-value au contenu et une plus-value à mon compte ou au compte du créateur en lui permettant de faire des projets. Donc jamais, en fait, je ferai un produit en disant voilà, le produit, allez l'acheter, il est très bien, on m'a payé pour dire qu'il était très bien. Okay. Et voilà mon code promo. C'est toujours... par exemple, prenons l'exemple Beobank, qui est une de mes... Ouais, j'ai vu la vidéo cyclocross. Ouais, c'est ça. Par exemple, la Beobank me donne accès à l'équipe nationale belge de cyclisme, me donne accès aux coulisses de compétition de cyclocross, m'a permis de faire une initiation avec l'équipe nationale de cyclisme sur piste. Et donc là, en fait, la marque a une plus-value pour le contenu, quoi. Et voilà, là, j'ai travaillé aussi pas mal avec Decathlon, et Decathlon va beaucoup revenir sur 2026. Mais Decathlon va me permettre de financer des projets de contenu que j'ai. Ah oui, créatif de base. Ouais, c'est ça. Tu pourras faire grâce à lui. Et c'est ça, c'est toute la démarche. Je ne ferai jamais une collab
où c'est juste un placement de produit, ça m'intéresse pas. Mais peut-être un truc assez évident, mais qu'on n'a pas dit, la raison pour laquelle tu es du coup connu aussi dans cette création de contenu, donc il y a le côté humoristique, mais c'est le sport aussi. Hein. T'es quand même t'es influenceur sport, c'est ça qu'on peut dire. Tu fais donc. Ça me fait bizarre même de l'entendre. C'est que vu que c'est justement, tu le tournes en dérision avec je suis pas bon, mais je suis brave, que ton but c'est pas être premier, mais concrètement, tu fais de l'ultra, quoi. Tu fais des longues courses à pied et du cyclisme. Ouais, c'est ça. Ok. Et ça, de nouveau, c'est. Là, j'ai trouvé la manière de faire ce que j'adore, donc, de lier tout ce que j'adore, c'est-à-dire la vidéo, le sport, et au mieux, ça a donné du coup le contenu sportif. Et du coup, par rapport à ce contenu, là, par exemple, cette année, tu vas travailler avec Biobank, avec Decathlon, avec d'autres marques aussi. J'essaye de limiter aussi le nombre de collabs pour pas devenir un panneau publicitaire et aussi pour rester cohérent dans les choix, dans le sens où par exemple, Decathlon, je suis content de travailler avec eux parce que je m'entends super bien avec les équipes. J'adore la démarche de rendre le sport accessible. Et je trouve que c'est des bons produits. Okay. Et donc, si je veux rester cohérent, j'essaye de limiter les collabs. Je pense que les collabs qui vont pas mal se multiplier, c'est sur l'aspect touristique. Et quelque chose que je revendique pas du tout publiquement de manière activiste sur mon contenu, mais c'est vraiment le côté la Belgique, c'est un chouette pays, quoi. La Belgique, on peut faire des trucs trop cool en Belgique, en France. On n'a pas besoin d'aller aux Bahamas ou dans les Maldives pour rêver, pour s'amuser, pour voyager. Et donc, c'est quand même quelque chose que j'essaie de promouvoir indirectement, de promouvoir dans mon contenu. Et donc, en fait, il y a aussi pas mal de collabs qui vont se mettre avec les organismes touristiques de région, mais toujours local, quoi, en France ou en Belgique, pour montrer que nos pays sont cool. Et du coup, tu peux un peu partager l'économie de l'influence? Combien ça te rapporte? Combien ça coûte? Non, c'est un truc assez opaque et c'est marrant parce que les gens sont gênés d'en parler, je pense, de l'influence parce que c'est très stigmatisé et c'est... ça, on va pas refaire l'histoire, mais effectivement, le côté youtubeur, influenceur, créateur de contenu, c'est encore un peu stigmatisé, un peu tourné en dérision parfois et donc parfois on se sent... on se sent coupable de gagner de l'argent avec le contenu qu'on fait. Mais donc ça peut vraiment varier. Moi, dans l'ordre des prix, je pense par exemple, pour travailler sur une vidéo, en fait, c'est vraiment entre 0 et moi actuellement, entre 4 et 5 000 euros. Okay. Tout dépend du contenu, du concept, parce que par exemple, sur un contenu à plusieurs milliers d'euros, derrière il y a plusieurs jours de tournage parfois, toute une prod derrière à assurer, tout le temps que ça prend, et puis voilà, donc faut pas faire le raccourci de se dire il dit que c'est 4 000 euros la vidéo, il a fait 3 vidéos sur le mois, il a gagné 12 000 euros dans sa poche. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Non, donc voilà, mais après effectivement c'est un moyen de gagner de l'argent, de faire des chouettes projets, de bien gagner sa vie en faisant quelque chose de chouette. Et à la fois, je pense que les marques s'y retrouvent aussi, même dans ces prix-là. Et je pense que, et encore dans l'influence, ça peut aller, je pense, beaucoup plus haut chez certains influenceurs. Mais les marques s'y retrouvent quand on voit le coût de la pub, quand on voit le coût d'un spot publicitaire. Et moi, justement, comme j'ai le nez dans la prod et qu'on fait des pubs, on fait des spots publicitaires qui peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros ou plusieurs centaines de milliers d'euros. Et en fait, là, tu vois que tu travailles avec un créateur de contenu ou une créatrice de contenu et que, en termes de reach, il fait son contenu et il touche des centaines de milliers de personnes. En fait, c'est de l'argent bien investi, quoi. Clairement. Une agence, elle prend combien de pourcents? Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez commun. C'est en tout cas, pour moi, c'est entre 20 et 25%. Quand même, ok. D'un autre côté, après, je pense que tout dépend des deals. Moi, dans mon cas de figure, il y a vraiment une vraie démarche de prospection, de réflexion créative, de recours, en fait. C'est dès qu'ils contactent, et ça, c'est toute la démarche que j'adore dans l'agence dans laquelle je suis, on n'arrive pas pour faire matcher un produit et un créateur de contenu, une créatrice de contenu, on arrive avec une idée de chouette contenu qui bénéficie à la communauté, qui va divertir la communauté, qui va amuser la communauté. Et là-dedans, on rend possible la rencontre entre une marque et un créateur de contenu. Donc en fait, quand il démarche une marque,
ben, ils ont tout un pitch avec plein d'idées, de pistes, de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme contenu, qu'est-ce qui pourrait matcher avec l'univers de Charles, l'univers de votre marque, et pour faire des collaborations cohérentes, quoi. Ok. Et donc, si on prend un exemple à 5 000 euros, ça veut dire que toi, tu vas avoir 4 000 qui vont être touchés. Sur les 4 000, il y a le coût de la prod ou c'est un coût à part? Ça, de nouveau, ça dépend un peu. Okay. Ça dépend un peu l'ambition du projet. Okay. Parce qu'il y a parfois des marques qui exigent des grosses prods et du coup, là, c'est à part. Et il y a parfois des marques qui n'ont pas d'exigence sur la prod. Et après, ça, c'est libre à moi de savoir si j'ai envie de le faire avec mon iPhone ou si j'ai envie de le faire avec deux vidéastes de chez nous. Ok, donc d'où le fait que, alors là, sur les 4000 qui te restent, tu choisis en fonction de la qualité de l'objectif, comment tu listes tes... Ouais, et c'est la même chose pour les frais annexes, le transport, etc. Et donc, dans ce ordre de prix-là, ouais, c'est parfois, en fait, des trucs, des projets sur plusieurs jours à l'étranger. Donc, ouais. Du coup, il y a des contrats qui sont très perdants et des contrats qui sont très gagnants en fonction de comment tu arrives à... Enfin, c'est ça qui est un peu... Dans le contenu, on peut faire une très bonne vidéo dans son jardin et une vidéo merdique à l'étranger. Donc, il y a un peu ce truc à balancer, quoi. Mais... Si là, tu connais un peu le concept de Neurit, donc moi, je suis pas du tout comme toi, déjà pas dans la même... dans la même zone, dans le même secteur. Moi, je fais pas d'influenceur sportif. Moi, à l'inverse, j'ai plus un personal branding sur LinkedIn où j'ai pu poster du contenu dans le passé sur vraiment des conseils liés au lancement d'activités indépendantes, entrepreneuriat. T'as le podcast aussi. Ouais. Moi, le podcast, j'avoue que moi, j'anime pas ma communauté avec des vidéos perso. C'est quelque chose que je pense que j'aimerais faire. Mais donc, je suis peut-être un peu à cette frontière, créateur de contenu, influenceur. Clairement, moi, je cherche là maintenant à pouvoir aussi financer Donne le rythme. Ouais. C'est un gros objectif. Comme j'ai changé toute la prod, j'ai déjà quelques contrats qui se signent, mais l'idée, c'est d'avoir tout 2026 fait. Et donc, moi, c'est vrai que le formule actuelle, c'est une formule de pré-roll ou de mid-roll. Donc, c'est justement moi qui vais une marque qui va sponsoriser, dont je vais parler au début, justement, qui est en lien avec l'écosystème entrepreneurial belge. Il y a aussi du coup des partenariats plus globaux qui vont se caler aussi sur peut-être de l'événementiel, parce qu'il y a des boîtes justement qui veulent souvent faire de l'événementiel pour attirer un certain public, où je pourrais être un speaker là-bas. T'as le contexte... si là, toi, t'avais 2-3 conseils ou retours d'expérience à me partager, si j'évolue dans cet univers un peu média, création de contenu, influence, ce serait quoi ? En fait, je pense, qu'il faut essayer de trouver un bon match entre ce que tu as envie de faire et la marque et le message de la marque. Et ça en fait, de faire des collaborations cohérentes en phase avec tes valeurs et ce que tu as envie de renvoyer comme image ou comme message. Et alors, le contenu devient beaucoup plus spontané et le message du contenu devient plus cohérent enfin, là où moi j'ai déjà eu du mal, où j'ai été mal à l'aise de faire des collabs, c'était à l'époque quand je réfléchissais pas trop à ce truc d'influence, etc. Et j'avais accepté une collab pour une marque chinoise de trottinettes. Et en fait, j'étais très mal à l'aise dans le contenu et ça correspondait pas du tout à ce que j'avais envie de faire, etc. Et donc, en fait, il y avait un blocage, le contenu n'est pas bon, ça se ressent, il y a un malaise qui se ressent, etc. Alors que si en trouvant des marques avec lesquelles c'est cohérent, le message et la mission est cohérente, c'est trop chouette. Et je pense aussi, derrière ça, c'est souvent des matchs humains aussi. Donc, c'est chez les marques, de trouver des gens qui captent ton univers et qui te laissent qui te font confiance et qui te laissent la liberté de faire ce que tu veux et qui modifient pas ton ADN. Et ça c'est quand même, en fait, c'est presque essentiel. Souvent, on parle de marques, mais en fait, derrière les marques, il y a des gens. Ouais. Et c'est ces gens-là qui doivent comprendre ton univers, ton ADN, et donc te laisser libre cours dans ce que tu crées, quoi. Ouais, ça me fait réfléchir, parce que je pense que moi, j'ai une barrière mentale peut-être à passer sur vraiment ce monde de plus de... C'est d'autres étapes de la création de contenu. Parce que comme je te dis, moi, les collabs, pour le moment, dans mon monde, elles sont assez limitées. Ouais. J'ai un podcast. Le format le plus classique, le plus connu, ça va être soit tu fais un passage au début de l'épisode ou pendant l'épisode à propos de la marque. Tu peux peut-être la tester en direct si jamais c'est un produit. Peut-être une interview sponsorisée.
Fair enough, mais c'est vrai que je pense que si je vais chercher ailleurs, ça me demande de moi me montrer sous un autre jour et de tester autre chose. Ouais. C'est aussi apprendre un nouveau métier. Parce que il y a 2 ans, j'ai commencé à interviewer un pote. On est 2 ans, un peu plus de 2 ans plus tard. Maintenant, t'es là et je me rends compte que je peux le financer avec des partenaires, avec des marques. Je peux aussi, du coup, évoluer, toucher plus de personnes. Et du coup, mon objectif qui est de mettre en avant l'entrepreneuriat belge, donner des informations aussi concrètes liées à cette activité-là et inspirer des gens avec des histoires, je pense que ça peut rayonner plus. Et du coup, ça m'ouvre des portes que... Enfin, je ne sais pas ce que je ne sais pas, quoi. Donc, j'ai encore du mal à imaginer toutes les choses que je pourrais faire si je décide d'aller encore plus dans cette direction-là. Et parfois, les contraintes amenées par les marques ouvrent aussi des portes de réflexion. Et c'est un peu ce qu'on a... Enfin, oui, quand une marque vient avec une contrainte, une demande, ça pousse à réfléchir à un nouveau format, à des nouveaux sujets à aborder. Et donc, les contraintes sont parfois le début de la réflexion et de la créativité sur des collabs. Il y a... Alors, je voulais tester un nouveau format à partir de cet épisode avec aller chercher une mauvaise review sur Google et te faire répondre dessus, mais j'ai vu que j'ai pas trouvé de Google Review. Ouais. Vous savez pas... On n'est pas sur Google Review. Ouais. Et on devrait. De nouveau, c'est la peur, c'est l'autruche. Hein. C'est l'autre. Peur de quoi? Non, de nouveau, je pense qu'il y a des choses comme on fait tout de manière très organique et tout, et plutôt de manière instinctive que réfléchie et structurée. Il y a des grandes étapes. Quoi. À cause d'Henri, j'imagine. Toujours à cause d'Henri. Alors que moi, c'est carré. Non, ouais, ça c'est. Mais tu veux, je peux sortir des mails, des mauvais mails. Hein. T'as des mauvais mails de... Non, ça fait longtemps que c'est plus arrivé. Enfin, les mauvais mails, ils arrivent chez Henri. Donc ça c'est ce qui m'arrange bien, c'est que les mauvais mails n'arrivent pas chez moi. Mais du coup, il y a quelque chose qui te vient, un gros reproche, une grosse critique que tu as pu avoir, l'équivalent d'une mauvaise review par mail. Non, je pense en fait, nous, on a quand même un peu un credo, en tout cas une ligne de conduite, c'est un client satisfait, ça vient vraiment en grande partie de être fiable, carré et sympa. Et au-delà indépendamment de ton service, de ton produit, etc., on a vraiment marqué de l'expérience. Sympa. Et donc on valorise énormément ça. La fiabilité, la réactivité, d'être au taquet, que les choses se font dans l'ordre, dans les deadlines, on est toujours ultra à l'heure sur les... Je suis un grand en retardataire dans ma vie perso, mais sur les tournages, on est toujours ultra à l'heure. Pas à l'heure aujourd'hui. Ouais, pas mal, tout juste à l'heure. Parfait. Et donc, la fiabilité, c'est quelque chose dans lequel on accorde énormément d'importance. Et alors, la sympathie, qu'en fait, de valoriser l'expérience de tournage. Pour les gens, nous, on est blasés. On est blasés des tournages. Non, on n'est jamais blasés. On est toujours excités, mais pour les gens, pour beaucoup de gens, c'est assez exceptionnel quand on fait un tournage ou quand ils font un tournage dans leur entreprise, etc. Donc, il faut valoriser ça et il faut capitaliser là-dessus pour rendre vraiment l'expérience de tournage sympa. Et donc, c'est pour ça qu'on est toujours dans ce côté très avenant, spontané, de pédagogie aussi, d'expliquer ce qui se passe, ce qu'on est en train de faire et tout. Et c'est déjà 50% de la satisfaction du client est acquise comme ça. Et après, oui, je pense que les mauvaises expériences qu'on a déjà eues, je pense que ça vient parfois d'un décalage entre le briefing du client et puis le résultat qui n'était pas ce qu'il a attendu parce que son briefing n'a pas été assez clair ou nous, on n'a pas assez bien clarifié ce qu'on voulait faire. Et puis au final, la vidéo, ça reste les goûts et les couleurs du j'aime pas sur pas mal de sujets. Donc en fait, il y a parfois un décalage entre ce que le client avait en tête, ce que nous, on a compris et ce qui sort. S'il y a un malentendu, souvent ça vient de là. Okay. Mais avec l'expérience, on a appris quand même à prévenir ce genre de situation. Ok, pas mal, tu t'en es bien sorti, t'as même pas... J'ai même pas dit un exemple, je suis désolé. T'inquiète, c'est pas grave du tout. Mais si on replonge chez mes clients, quand Henri était pas là et gérait pas le business, il doit y avoir des clients mécontents qui attendent soit une vidéo, soit une facture, soit... C'est quoi le moment où tu t'es senti le plus imposteur dans ta vie d'entrepreneur ou d'influenceur? Wow. J'en viens, j'y retourne. Hein. Ça, c'est comme on vise toujours un peu plus haut que ce qu'on a fait, on est toujours dans des situations nouvelles. C'est ça qui a été très dur aussi au début de notre carrière, c'est que chaque expérience et chaque tournage était quelque chose qu'on n'avait jamais fait.
On avait toujours fait des interviews, on accepte une pub, on se retrouve à faire une pub, etc. Et donc chaque tournage au début de notre carrière était quelque chose de nouveau, avec des nouveaux mécanismes et tout. Donc en fait, à chaque fois, tu te sens imposteur. Et sauf que bon, maintenant, avec l'expérience, justement, t'as plus des choses qui roulent, des mécaniques qui roulent, et en fait, des projets où tu dois plus spécialement brancher. On branche toujours notre cerveau pour avoir des bonnes idées, etc. Mais où les process roulent et le tournage roule. Mais maintenant, j'ai un truc qui me vient en tête du côté influenceur. Je pense que là où je me suis senti le plus imposteur, c'est au départ du 100 mètres sprint au Memorial Van Damme devant 40 000 personnes. Là, je me sentais imposteur. T'as eu suivi d'un claquage. Suivi d'un claquage magnifique. Au démarrage, en fait, je m'étais blessé la veille à l'entraînement. Et donc, j'avais cette petite douleur lancinante dans ma cuisse. Et puis, je suis monté sur, pas le tarmac, mais sur la piste. Et avec la foule, l'euphorie, etc., j'étais là, ça va d'office tenir, je vais y aller godasses et je m'en fous. Et en fait, j'ai fait 3 mètres et puis j'ai terminé. Parce que tu fais un petit. T'as une petite. Un reel Insta où tu montres un peu les étapes et on voit que au moment où tu démarres. Ah oui, non, ça a été immédiat. Donc là, je pense que le syndrome de l'imposteur, là, il était bien présent. Déjà, tout l'entraînement, on s'entraînait avec les vrais athlètes, dans la même zone que les vrais athlètes. Et donc, t'avais des athlètes, les meilleurs athlètes au monde, qui s'échauffaient, qui s'entraînaient. Puis il y avait 8 peintres qui faisaient semblant de s'étirer et de s'échauffer. Et donc, déjà là, le syndrome de l'imposteur. Et puis après, quand tu rentres dans le stade, qu'on dit ton nom, tu rentres. Et puis tu vois comment ça se passe. Ça se passe après. Et c'est Average Drop qui avait organisé. Ouais, c'est Average Drop qui avait organisé un turbo sprint. Donc, il y avait une fenêtre pour faire un 100 mètres de créateur entre 2 épreuves du Memorial Van Damme, qui est une des plus grandes compétitions d'athlétisme en Belgique. Comment toi t'es rentré en contact avec lui? Eh ben, ça remonte à super longtemps. Quand lui n'était pas encore ce qu'il était aussi aujourd'hui. C'est avec mes potes, pendant le Covid, justement, on avait fait... les stations de ski étaient fermées, donc on avait fait une vidéo où on skiait sur les terrils de Charleroi. Et cette vidéo avait justement pas mal buzzé. Et donc, Average Drop en avait entendu parler, l'avait vu passer, et nous avait contacté en disant « J'aimerais bien faire une vidéo YouTube avec vous. Sur les terrils de Charleroi, on y retourne et vous montrer comment vous skiez sur les terrils et je skie aussi, etc. » Et donc, si vous remontez très loin sur la chaîne d'Average Drop, je suis dans une de ses premières vidéos au tout début de sa chaîne. Ok. Et donc, ça, c'est le début de l'histoire. Puis, on est resté en contact. T'aides un peu, enfin, vous partagez des trucs, c'est plutôt. Parce que là, donc, j'ai vu aussi qu'il y avait une course de cyclocross à laquelle t'étais. Ouais, justement. C'est une course de cyclocross où je t'ai invité aussi. Et du coup, c'est quoi la relation? C'est plus, il pense à des projets, il sait que tu fais partie de l'univers influenceur sport et il te contacte? Ouais, c'est ça. Ouais, on s'est croisés sur pas mal de projets ou d'events. Et on est resté en contact. Et comme on a un peu le même ADN sportif décalé, ça a bien matché humainement. Et c'est ça aussi une de ses grandes qualités, aussi pas la plus grande qualité. Sa plus belle qualité, c'est que il est aussi sympa en vrai, en face-to-face que dans ses vidéos. Et donc, en fait, dans ses vidéos, il est pas du tout faux, pas du tout à en rajouter des caisses. Parce qu'il est comme ça dans la vraie vie. Il est aussi accessible, aussi cool, aussi drôle aussi. Et donc, c'est pour ça que le courant a bien matché. Et puis, je suis hyper honoré d'être invité à ces événements parce qu'il organise que des trucs de fou. Donc, Et il y avait une question que j'avais par rapport à lui. Oui, lui, il en vit de son influence? Ouais, enfin, il vit de tous ses projets. Ouais. Et donc, justement, lui, si je nomine quelqu'un pour passer à cette table, ce serait lui, comme prochain invité, parce que justement, en fait, derrière le créateur de contenu et l'humoriste presque qu'il est, il y a toute une structure entrepreneuriale avec son merch, sa bière, justement tous ses projets sportifs turbo, donc le turbo sprint, le turbo cross, et il développe vraiment un écosystème de projets qui est assez hallucinant. Tu peux le convaincre de venir? Je peux envoyer un petit message à son équipe. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que si tu le nomines, parfait, si tu fais la passe. Hein. Après, je sais que ça dépend clairement plus de toi après, mais qui sait? Ou alors peut-être s'il y a des milestones, peut-être, tu vois, des moments clés, ça peut être malin. Parce qu'on n'a clairement pas la même taille d'audience. Mais moi, ce que j'essaie souvent de faire, quand j'essaie d'un peu reach for the top, parce que c'est aussi été mon challenge, hein. À un moment, t'es un peu nobody, que tu commences à faire des podcasts, tu dois convaincre des gens. J'essaye de me dire, en fait, what in it for them, qu'est-ce que je peux essayer de leur offrir? C'est sûr.
Et du coup, moi, je joue pas sur l'audience, quoi. Souvent, ce que les gens me disent quand ils sont passés, c'est que c'est finalement un moment d'introspection, où tu refais un peu le fil de ta carrière et de ce que tu as construit. Et c'est ça, finalement, qui est un élément de conviction. Un deuxième, c'est le côté give back pour certains. Ils ont bien taffé, ils ont beaucoup travaillé, et en fait, ils veulent laisser un peu, pas une legacy, mais transmettre. Donc, c'est ces éléments-là. C'est sûr que je pense pas que, peut-être pour les quelques auditeurs, auditrices qui connaissaient pas Average Rob, je peux lui amener cette audience-là, mais après, ça sera plutôt dans l'autre sens. Ok, bon, écoute, un petit message. Un petit DM à la sortie du podcast. C'est quoi le conseil le plus con qu'on t'ait donné sur l'entrepreneuriat et que tout le monde te répète? Ou t'a répété? Et qui est con? Ouais. Si t'as un... Ouais, c'est ça, si t'as un... Et qui fonctionne ou qui fonctionne pas? Du coup, pour toi, qui fonctionne pas. Ou qui... C'est un conseil qu'on t'a répété, ou qu'on te répète encore, mais qui, pour toi, n'est finalement pas du tout adéquat. Je vais partir je vais faire un statement contre l'entrepreneuriat. Non, en fait, il y a quelque chose, moi, qui me dérange un tout petit peu, mais c'est très personnel, et c'est personnel à mon frère et moi, sur un peu le discours entrepreneurial et tout l'orgueil de l'entrepreneur, entre guillemets, du titre majestueux d'entrepreneur. Et c'est un peu un truc auquel on s'est confronté quand on est déjà passé dans des jurys d'incubateurs ou quoi, où on s'est fait un peu rentrer dedans, parfois même solidement rentrer dedans. Je te vois bien serrer tes poings. Là, je vais chercher ça profond. Non, il y avait un peu ce truc de qu'est-ce que vous réinventez, quelle est votre solution proposition de valeur, aux grands problèmes du monde. Et en fait, nous notre réponse, elle était juste, nous, on aime faire de la vidéo, on fait ça pas trop mal, et on le fait pour des gens qui sont contents qu'on le fasse pour eux, et ça s'arrête là, en fait. On va pas chercher une espèce de mission suprême plus loin que ça. Après, il y a des projets qui nous drive, il y a des projets qui ont du sens, on fait des projets avec du sens, etc. Mais dans le fond, c'est juste ça qui nous anime, et c'est un discours qui matche pas toujours dans l'espèce d'écosystème entrepreneurial où c'est tout le temps je vais faire le Spotify du machin chouette, le Uber du truc, et ça va être révolutionnaire, etc. En fait, tu peux faire ce que t'aimes, bien le faire, et oui, c'est entrepreneur, ou t'es un entrepreneur ou pas un entrepreneur, d'un côté, nous, on aime la vidéo, on fait de la vidéo, ça tourne bien. J'ai pas l'impression d'être Steve Jobs pour autant, et je me revendique pas comme tel, quoi. C'est particulier parce que donc ce discours, je l'entends, mais je crois que je l'ai jamais finalement reçu moi de cette manière-là. Pour moi, on insiste toujours sur comment tu vas être différenciant. Qu'est-ce qui fait différent? Mais toi, t'as vraiment l'impression qu'on t'a rabâché les oreilles avec ta solution doit être un peu unique, et tu dois... Parce que souvent, j'entends ce discours-là, et moi j'entends d'autres qui est ça sert à rien non plus de réinventer la roue. En fait, tu peux faire quelque chose qui fonctionne, mais si tu l'exécutes bien, ça peut être ta plus-value. Toi, typiquement, l'élément différenciant que je comprends, c'est que tu vas incarner ta marque. Donc la grande différence, c'est que tu vas pas juste être un site web avec un portfolio où tu vas montrer les vidéos que tu as pu faire. On voit. Donc pour moi, ça, c'est un élément différenciant. Mais du coup, ce que tu vivais, c'était... vous devez créer un truc un peu fou, un peu magique, vous devez vraiment innover. Ouais, je pense qu'il y avait un peu ce truc-là, et nous, on prenait toujours l'exemple là, c'est l'exemple un peu artisan ou boucher ou boulanger, où au final, est-ce qu'il y a un boulanger qui fait son pain, qui aime faire son pain, ou son business tourne, est-ce qu'il se vend sur LinkedIn comme un grand entrepreneur? Non, et pourtant, c'est peut-être dans l'ADN et dans le truc un plus grand entrepreneur que quelqu'un qui fait beaucoup de bruit mais pas grand chose derrière. Et donc voilà, nous c'est un truc auquel on s'est quand même heurté dès qu'on a touché un peu à la sphère entrepreneuriale, où en fait on avait ce discours peut-être pas très LinkedIn, mais de dire en fait nous on aime bien faire des vidéos, on fait des vidéos, et ça fonctionne, mais on cherche pas plus que ça. Et après, au final, c'est presque devenu une marque de fabrique d'avoir ce discours-là. Mais voilà, ça c'est un truc où il faut. Mais bon, après, c'est comme tu dis, le conseil de pas réinventer la roue est important, et c'est justement là où je veux en venir. Donc en fait, mais il faut pas se dire si j'invente pas le nouveau Spotify d'un milieu, ou le nouveau Uber, ou le nouveau modèle, c'est que c'est pas fait pour moi de me lancer. Si tu fais un truc, que tu le fais bien, que tu kiffes, que tu te considères comme un entrepreneur ou pas, il faut juste y aller. Question de ton frère Pierre, est-ce que tu sais dire non? Ça, c'est une corde sensible. Non. Enfin, là, du coup, je dis non, mais c'est un gros souci, ouais.
Qu'est-ce qui t'en empêche? Je pense l'enthousiasme. Et à la fois, j'aime bien cette qualité. Enthousiasme, je trouve ça une trop chouette qualité que j'essaye de cultiver. Mais le défaut de ça, c'est qu'alors on accepte trop et puis on perd le sens de ce qu'on fait et on se perd entre mille projets, on dilapide notre énergie partout et au final, ça rend pas service à ce qu'on a vraiment envie de faire au fond de nous. Et donc, ouais, non. Il y a un peu de nouveau dans la répartition des associés. Moi, je suis monsieur oui et Henri est monsieur non. Et puis, on trouve notre équilibre entre les deux. Moi, par défaut, c'est oui. Henri, par défaut, c'est non. Et puis, on trouve toujours le juste milieu entre les deux. Mais donc, ouais, non, c'est quand même un défaut qui peut être très handicapant. Et quoi, t'as l'impression que si tu dis non... Donc, tu dis c'est de l'enthousiasme ou c'est... Ou il y a aussi quoi, peur de pas être apprécié Ouais, je pense que c'est un mélange des deux. Objectivement, quand ça touche à la vidéo, c'est vraiment de l'enthousiasme pur. Genre, il y a parfois des gens qui m'expliquent un projet qui me concerne pas du tout, qui n'a aucun intérêt pour moi, qui n'est même pas chouette. Mais j'essaye toujours de déceler un truc qui va m'enthousiasmer dans ce projet, ou même parfois de me dire, tiens, je vais me mettre la mission d'en faire un truc chouette. Et aussi, la peur de décevoir et la peur de attrister les gens. Et j'aime bien un peu l'harmonie pour tous et que tout le monde soit bien, tout soit bien pour tout le monde et donc pas de heurter ou pas de je suis lisse, parce que si tout est lisse, c'est très bien. Non, mais donc okay. Là-dedans... Et c'est ça, au final, où là, c'est un truc assez nouveau, bon, c'est tout un autre sujet, mais le côté où il y a quand même la sollicitation de la communauté et tout, maintenant que je découvre un peu ça, le contact avec les gens et tout, c'est que je suis obligé de dire non plus que ce que je dis oui, parce que des propositions de projets, d'événements, d'invitations, de trucs et tout, je reçois quand même quotidiennement. Ok, donc j'ai eu de la chance. J'ai dit oui direct. Hein. Tu sais pas, c'était peut-être un excès d'enthousiasme et que là, je suis en train de me dire qu'est-ce que je fais là. Non, mais et c'est de tout ordre. Hein. Parfois, c'est juste quelqu'un du sud de la France qui me propose d'aller faire un run avec lui. Donc, c'est vraiment des propositions de tout ordre, mais du coup, c'est beaucoup de non et de parfois, je suis putain, je suis vraiment désolé, mais donc ça, c'est quand même. En fait, c'est un truc qui est quand même pas facile à vivre parce que j'ai l'impression de décevoir des gens alors que c'est normal. Enfin, tout le monde doit dire non et tout le monde doit mettre ses limites quelque part. Et comment tu le travailles? Comment je le travaille? Pour le moment, j'arrondis les angles en disant peut-être que je viendrai pour le run dans le sud de la France, je te tiens au courant quand je passe dans le sud et tout. Et j'espère que ça se dilapide. Et puis après, mon frère m'aide beaucoup pour ça. Et pour ça, c'est là où on a trouvé un bon équilibre. C'est qu'on connaît nos faiblesses, nos forces et que ben voilà, quand ça touche à une de mes faiblesses, c'est lui qui step up, et quand ça touche à une de ses faiblesses, c'est moi qui step up, quoi. Parfait. Qu'est-ce que tu retiens, Charles, de cet épisode? Mais c'était très cool. Non, c'était, comme tu disais, c'est un peu introspectif de refaire son parcours, comme ça, de voir que le parcours est pas lisse. Mais qu'au final, non, c'était de l'échange. Merci pour tous les conseils aussi que tu m'as donné sur le pricing, etc. C'était une séance de coaching en même temps qu'une introspection, donc double plus-value. Non, en vrai, non, je pense que en vrai, quand je réfléchis à tout ce que j'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a juste... comme je l'ai dit au début, c'est juste, j'ai toujours été animé par une passion et à travers tout, je veux vivre à travers cette passion sans vraiment de grands plans, sans de grandes stratégies, sans de plans machiavéliques pour que tout se mette en place, etc. Mais qu'au final, en suivant un peu les opportunités et en restant fidèle à ce que j'aime, j'arrive à un quotidien qui me plaît. C'est une chouette conclusion. Est-ce que tu veux bien demander gentiment aux abonnés qui nous écoutent de s'abonner sur les différentes plateformes? Je regarde la caméra, ouais, un regard caméra. Abonnez-vous sur toutes les plateformes. C'est toutes les plateformes, il y a toutes les plateformes, TikTok et tout. Il y a TikTok, je suis vraiment au tout début, il y a TikTok. Alors allez principalement donner de la force sur TikTok, on va tous s'abonner sur TikTok. Non, évidemment, abonnez-vous sur toutes les plateformes, allez suivre ça, que ce soit dans votre voiture, dans vos oreilles, ou en vidéo sur YouTube aussi. Et voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dollery jusqu'au bout. Écoute, si t'as aimé, abonne-toi, lâche 5 étoiles et partage l'épisode à quelqu'un que ça peut inspirer. C'est vraiment ce qui va faire vivre le podcast. Et puis un tout grand merci aussi à l'équipe de The Pod pour la production et à Straz pour le jingle. Et moi je te dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao ciao.